On se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et l'Olympiakos et victoire de Nogone, 2-0, ça fait super plaisir parce que enfin on a revu un OL qui assumait clairement ce qu'il est, une équipe portée vers l'avant. Alors pour commencer, mes excuses, j'ai une tête fatiguée, je le sais, j'ai des cernes, j'ai le Covid qui m'a frappé brutalement il y a 2 jours et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, d'où le fait que le débrief sorte un petit peu tardivement, donc mes excuses pour ça, mais ça va aller, le principal c'est que l'OL a gagné, victoire 2-0 et on lance de la meilleure des façons possibles notre campagne en Europa League. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager et, 5e point, j'écoute, évidemment, vous abonner. Merci beaucoup, allez c'est parti pour le débrief. OL Olympiakos, victoire 2-0 de l'Olympique lyonnais de Pierre Sage. Avant de commencer, petite nouveauté à l'écran que je fais apparaître en dessous de moi, juste là, en dessous, mon arrobase Twitter, mon compte X comme maintenant on l'appelle, arrobase ingonexpa. Si vous voulez qu'on parle de foot et de l'OL ou de foot en général, on peut s'y retrouver avec grand plaisir. Et encore en dessous, là encore, petite nouveauté qui me paraissait intéressante pour vous en tant que viewer, que spectateur, c'est un petit menu déroulé qui permettra de comprendre où on va durant la vidéo, avec quel sujet que l'on va aborder. Voilà, c'est quelques petites innovations qui me paraissaient importantes pour vous, dans le confort du spectateur. Et on commence donc par mon premier sujet, à savoir que ce match contre l'Olympiakos est à mes yeux un match charnière pour l'OL de Pierre Sage. Pour plein de raisons différentes, on va un petit peu refaire l'histoire du match, et vous allez voir qu'il y a plein de petites leçons qui me font croire que pour l'avenir, on a peut-être trouvé un équilibre intéressant entre attaque-défense et en termes de profil de joueurs. J'ai trop longtemps déploré sur la chaîne qu'on manquait d'équilibre offensif-défensif et d'équilibre dans les profils de joueurs. Je pense que là, on a plein de petits signaux qui sont positifs et qui me font croire que le coach et le staff ont trouvé un équilibre peut-être entre l'offensif et le défensif, entre l'excès d'équilibre et la folie. On n'est pas loin de toucher, je pense, une forme d'équilibre quasi parfait. On commence donc par l'histoire du match. On a vu durant, je dirais, 20 minutes un OL plutôt appliqué, porté vers l'avant, résolument vers l'avant, qui assumait enfin, je dis bien enfin, son identité offensive, avec 4 joueurs dans la compo de départ de Pierre Sage à vocation offensive, parmi lesquels Fofana, Nuama, Cherki ou encore Lacazette, plus un 5e, un voltigeur qui est Tolisso, qui sortait de son rôle de numéro 6-8 pour venir accompagner, soutenir par des projections les offensives de l'OL. Et ça, c'est vraiment pour moi le gros point positif du match. On a vu enfin une équipe qui assume ce qu'elle est, avec des joueurs qui sont forts dans le 1 contre 1, parce que oui, quand tu as Fofana, Cherki, Nuama, Benrahma, Zaha, tu as beaucoup trop de joueurs forts dans le 1 contre 1, pourtant privé, c'est presque une hérésie, quoi. Donc là, enfin, on a vu 4 joueurs qui pouvaient, dans du 1 contre 1, être intéressants, être forts, et ça, pour moi, c'est une progression assez importante. Contre Lens, contre l'OM, j'ai déploré un OL trop dans la quête excessive de l'équilibre. Là, on a vu un OL qui, résolument, admettait que oui, par séquence de jeu, on peut faire du déséquilibre. Gros point positif du match. Il y a eu des séquences de jeu au cours desquelles on a vu un OL relativement haut qui venait provoquer dans du 1 contre 1 les 2 pistons côté grec, qui étaient donc Rodinei à droite notamment, et à gauche Ortega, et dans du 1 contre 1, on a fait très mal, ça c'est vraiment intéressant, on a plein de joueurs qui ont ce profil pour provoquer dans du 1 contre 1 et faire mal à la course et dans les dribbles, ils sont déroutants, des joueurs de déséquilibre, et ça j'ai vraiment aimé, même si, attention, tout n'a pas été parfait, loin, très loin de là, pour moi il y a un petit peu le côté négatif, parce que trop souvent on est sur du rush individuel au détriment des approches collectives, pensées, maîtrisées. C'est pour moi l'un des axes de progression offensif de l'OL. Je pense qu'il faudrait un peu plus de temps de possession affirmé, durant lesquels on bouge le bloc adverse, droite-gauche, afin de trouver la brèche par l'inspiration du créatif dans le cœur du jeu. C'est un peu ce qui manque. Par séquence, on l'a vu, grâce à Cherki qui a fait un bon match dans l'ensemble, et là encore ceux qui disent « Attention, le 4-2-3-1, déséquilibré », ça encore, j'en parlerai après, on fera une parenthèse là-dessus, c'est un vrai sujet, mais au moins dans le cœur du jeu, on a ce profil de joueur créatif qui peut par l'inspiration faire une vraie différence. Ça a trop longtemps manqué à l'OL, là enfin on l'a, et pour moi, c'est une vraie force sur laquelle il faut insister. Alors, le 4-2-3-1, venons-en. Beaucoup ont dit sur les différents réseaux comme Twitter, attention, 4-2-3-1, Cherki numéro 10 égale déséquilibre, égale on va perdre. Bah non, en fait, non. Là encore, attention, trop souvent, ça m'embête parce qu'on lit trop souvent des commentaires un peu simpliste, à coup de 4-2-3-1 égale forcément déséquilibre. Bah non, en fait, non, sinon il faudrait carrément interdire le 4-2-3-1, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance. Beaucoup de coachs en Europe, et c'est quasiment le schéma le plus utilisé dans le monde du foot, c'est un schéma qui peut être utile pour l'OL.
à la condition que chacun fasse évidemment les efforts. Et là, on a vu que lorsque chacun était au diapason de l'équipe, ça marchait vraiment très bien. On a vu un OL en 4-2-3-1 à vocation offensive, avec un projet de jeu offensif clairement assumé. Et là, on a clairement vu un OL équilibré et non pas déséquilibré, parce que oui, je le rappelle, une compo d'équipe, ce n'est pas seulement 11 joueurs. C'est trop simpliste. Une compo, c'est à la fois des temps de possession avec ballon, des temps sans possession, donc sans ballon, donc ce que l'on fait avec ballon et sans ballon. Et une compo, elle bouge, elle change durant tout le match. On l'a vu hier, le 4-2-3-1 de Pierre Sage n'a pas souvent été un 4-2-3-1 figé, et par séquence, on a vu ce 4-2-3-1 se désarticuler, bouger, devenir un 3-4-3, soit avec Maitland-Niles comme piston droit qui prenait le côté, donc la largeur, Fofana à gauche, et devant un trio Nuama, Cherki, Lacazette, ou alors un petit peu différemment, un 3-4-3 version carré magique, avec un milieu de terrain à 4, et là on retrouve des principes de jeu qui sont chers à Pierre Sage, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment intéressants. Les latéraux qui se réaxent et viennent contribuer à créer un surnombre dans le cœur du jeu, c'est pas nouveau, on le voit depuis très longtemps sous Pierre Sage, c'est un point intéressant, et comme je l'ai dit en vidéo sur la chaîne, pour moi le 4-2-3-1 offre à Pierre Sage une forme de modularité tactique. Le 4-2-3-1 peut très vite évoluer en 4-4-2 à plat, il peut aussi évoluer en 3-4-3, en 3-5-2, bref, il offre une palette tactique super élargie au coach, et ça c'est un point très positif qui, à mon sens, fait du match contre l'Olympiakos un match charnière pour l'OL, un match rempli d'enseignements positifs. Deuxième sujet, cependant, on a vu encore des lacunes qui persistent à l'OL, et c'est pour moi le gros point négatif du match. J'ai repéré 3 lacunes assez importantes et qui reviennent très très souvent dans les matchs en Ligue 1 et aussi là contre l'Olympiakos, à savoir notamment un manque de pressing. Là encore, je m'interroge parce que très souvent on a entendu le coach nous dire qu'il voulait instaurer une culture du pressing, contre-pressing à l'OL, et là on l'a très peu vu. Il y a même eu quasiment durant, je dirais, 20 minutes, des temps de recul au cours desquels l'OL a subi, passant d'un bloc plutôt haut à un bloc relativement médian, voire bas. Je dirais même qu'entre la 25e et la 35e, 40e minute, on a eu un trou d'air physique, que j'expliquerai après, dans lequel on a reculé, on a beaucoup reculé, et c'est là que les Grecs ont monté leur bloc d'environ 20-25 mètres, et on a beaucoup plus subi, avec quelques séquences dangereuses. Rappelez-vous l'action que Perry sauve sur un super maré, frappe de Rodinei à droite, le piston droit qui rentre dans l'axe et qui frappe du gauche. Très belle parade. On a clairement subi 2-3 séquences de jeu un petit peu chaudes, au cours desquelles on a vu qu'il manquait vraiment de pressing et d'agressivité. Là j'y viens, c'est ma deuxième limite du match. L'OL manque franchement d'agressivité, il y a plein de séquences de jeu où on subit trop, on est loin, très loin du porteur de ballon grec, on est loin, on laisse faire, on laisse jouer, ce qui fait que pour eux c'est facile, parce qu'on a affaire à une équipe qui est relativement habile techniquement, avec des joueurs qui peuvent faire de vraies différences, comme Willian qui rentre en fin de match, et c'est pas difficile. Je prends une action qui est symptomatique de ça, c'est l'action du but refusé au grec, où on voit côté gauche Willian qui prend l'espace, course profondeur, donc il part tout seul, et là, on a face à lui Maitland-Niles qui met un temps fou, très très long, trop long pour venir le presser et l'empêcher de faire un centre décisif. Et là, on voit, je mets à l'écran un screen de l'action, c'est frappant, on est à 4 ou 5 mètres du porteur de ballon, c'est pas possible. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a eu beaucoup de séquences de jeu au cours desquelles on a subi par manque d'agressivité. J'ai encore en tête l'action, justement l'action où Rodinei, le piston droit, rentre dans l'axe, frappe, qui part à la base d'une relance ratée contrée de Matic. Sur l'action, on voit tout ce qui pêche en termes d'agressivité à l'OL et qui pour moi explique beaucoup d'actions que l'on concède et que l'on pourrait largement éviter. Là en l'occurrence, Rodinei vient dans l'axe, il s'insère côté droit, il élimine trop facilement Tchaleta-Tsar, c'est trop facile pour lui, et là on n'a personne qui vient le cadrer, l'empêcher de tirer, ce qui fait que il est devant les cages de Perry, qu'est-ce qu'il fait? Il tire, et arrêt, très bel arrêt de Lucas Perry, fort heureusement. Et là, vous avez donc 2 cas de figure qui montrent tout ce que l'OL fait de mal en termes d'agressivité et de pressing, 2 points d'amélioration très forts que le coach et le staff devront impérativement corriger afin de ne plus concéder des occasions trop faciles et largement évitables. Troisième défaut du match à mes yeux, un énorme défaut qui est un peu trop récurrent et qui explique à mon sens trop de matchs au cours desquels on ne marque pas et on n'arrive pas à être vraiment dangereux, c'est le déchet technique qui fait que oui, on est plein de bonnes intentions de jeu, on est porté vers l'avant, c'est bien, c'est même très bien, on assume enfin ce que l'on est, avec des joueurs forts dans le 1 contre 1 et déséquilibrants, mais par contre, dans la qualité technique, dans le déchet technique, qu'est-ce que c'est dur par séquence. Et c'est un point que je n'arrive pas à me justifier parce qu'on a plein de bons joueurs de foot, on a des mecs qui peuvent être forts dans le 1 contre 1, qui sont forts pour créer du déséquilibre, Fofana, Cherki, Nuama, Zaha, Benrahma, mais par contre,
dans le déchet technique, qu'est-ce qu'on se pénalise tout seul. Il y a plein de séquences de jeu où on doit faire mieux, on doit pouvoir créer une vraie différence balle au pied, conclure une action, mais il manque le contrôle, il manque la prise de balle, il manque la bonne passe, la bonne frappe. Et ça, malheureusement, c'est un point qui est récurrent à l'OL, qui fait que durant trop de matchs, on n'arrive pas à être efficace. Donc pour moi, si je résume, on a encore une fois un problème d'efficacité offensive, défensive également, et dans les deux zones de vérité, on n'arrive pas à être juste, parce que là encore, très clairement, on l'a vu quand le curseur d'adversité monte, donc quand on joue Marseille ou Monaco, c'est quasiment rédhibitoire. Il faut être plus juste derrière et devant pour tuer les matchs. Et enfin, troisième thème de la vidéo, je déroule le menu en dessous de moi, à l'écran, c'est Tolisso, Monsieur Tolisso, Corentin Tolisso, mon MVP du match, parce que oui, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le joueur, ce n'est pas un secret, je l'ai très souvent défendu, parce que pour moi, il a un profil de jeu qui est vraiment intéressant, il est fort dans le jeu long, il est bon sous pression, et quand en plus il retrouve ses cannes, son jus physique pour faire des courses verticales de projection, on a affaire, à mes yeux en tout cas, à un joueur qui, en Ligue 1 et surtout à l'OL, est dans le haut du panier. Et j'espère sincèrement que tous ceux qui n'ont pas toujours été honnêtes avec lui en disant « oui, joueur cramé, joueur cramoisi », qui lui ont littéralement collé dans le dos l'étiquette de joueur fini pour le haut niveau, vont admettre qu'on a affaire à un très bon Tolisso qui, avec ballon et sans ballon, est sacrément intéressant et qui, pour moi, dans cette OL-là, apporte une plus-value qui est juste énorme. Évidemment, j'ai aussi aimé Cherki pour des raisons qui paraissent juste logiques et évidentes. Le but qu'il met, c'est la classe. C'est la classe. On prend le ballon, on frappe du droit, angle fermé, pleine lucarne. Voilà, ça, c'est le talent. Et ce profil-là, tous ceux qui disent oui, mais Cherki, il est plein de limites, machin. Non, en fait, admettez juste que dans le foot, qui est stéréotypé de maintenant, ce foot robotisé, standardisé, où il faut des profils identiques, qui font les courses, les mouvements, on a enfin un joueur de ballon dans le cœur du jeu, qui fait de vraies différences techniques. Réjouissons-nous d'avoir Cherki dans le cœur du jeu à l'OL. C'est un pur plaisir pour les yeux de ceux qui aiment le foot. Bref, victoire 2-0 de Nogone contre l'Olympiakos, un match vraiment intéressant, plein de points positifs, quelques points négatifs aussi, c'est vrai. Il faudra les corriger forcément pour progresser à l'avenir, mais l'essentiel est là. L'OL débute par la meilleure des façons possibles sa campagne européenne en Europa League, pour notre plus grand plaisir. Et quant à nous les gones, on se retrouve très vite pour un prochain débrief sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Moi je file prendre un Doliprane pour guérir ce foutu Covid. Ciao ciao.